télévision deuxième. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à cette émission. Comme d'habitude, plusieurs sujets au menu de ce nouveau numéro. Tenez-vous bien, ils sont tout alléchants les uns que les autres. Et pour nous accompagner pour ce nouveau numéro, un seul consultant, sinon un seul invité pour vous permettre de pouvoir comprendre l'actualité, comme je l'évoquais, de notre pays, le Togo. Il s'agit bien sûr de Manu Adjiwanou, journaliste sportif de Sonita. Il est en studio avec nous. Manu, bonsoir. Bonsoir chéri, bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent cette émission. Merci d'avoir répondu encore une fois à notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi et partager le plateau, en tout cas édifier les auditeurs par rapport à tout ce qui se passe. Le rhume ou c'est la toux? Les deux mélangés. Mais on tient bon, on tient bon. Voilà, on vous souhaite donc un propre rétablissement avec le produit. Je pense que ça doit aller forcément. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons ensemble démarrer cette émission. Je vous espère assis confortablement. Ne zappez surtout pas. On commence comme ceci. J'évoquais donc la première rubrique de cette émission, Tour d'horizon, Alexandre Tchalim. Nous pouvons aller. Certainement un petit souci au niveau de la technique. Nous allons devoir commencer, Manu, avant de permettre donc à Alexandre Tchalim de retrouver donc les manettes pour nous conduire pour la seconde rubrique, Tour d'horizon. Nous évoquons donc dans cette rubrique-là le recyclage, on va dire, des arbitres de l'élite qui ont été recyclés pour la reprise le week-end prochain. On va dire c'est une bonne chose pour ce corps de métier dans notre sport. Non, de toutes les façons, un arbitre a besoin d'être recyclé régulièrement, revisiter les tests, revoir comment les appliquer. Parce que oui, une chose est de connaître les tests, une autre est de savoir les appliquer le moment opportun, gérer le stress, gérer la gestion du match. La psychologie du match, il y a beaucoup de choses qui interviennent et surtout que les lois de jeu évoluent très rapidement. Il est important dans un premier temps de faire en sorte que ces arbitres-là se familiarisent avec ces nouvelles lois de jeu et ensuite leur permettre de se dire oui. À l'issue d'un stage, on se sent beaucoup plus en confiance. Beaucoup plus aguerri. Voilà, on se dit, on a les armes qu'il faut pour affronter les épreuves à venir. Et pour cela, c'est très important. J'encourage la FTF à continuer sur cette lancée à travers la commission centrale des arbitres, le département, les CRA, les sous-CRA. Tout ce beau monde doit être en mouvement, tout moment, pour permettre à nos arbitres de ne pas perdre la main. Parce que comme vous le savez aussi bien dans les études que en arbitrage, lorsque vous cessez d'exercer, c'est que vous ne restez pas là où vous étiez, mais vous reculez sérieusement. Justement, la meilleure manière de garder ses connaissances, c'est la répétition du temps souvent en éducation. Voilà. Et par rapport aux arbitres, le premier exercice, on va dire, ça a été réussi. On n'a pas eu à tous les critiquer comme ce fut le cas les saisons précédentes. Oui, vous savez que les tests au niveau de l'arbitrage, c'est connu d'avance. On sait ce qui vous attend, surtout le test physique. Et pour cela, chaque arbitre se prépare. C'est vraiment une honte que sur le plan physique, qu'un arbitre échoue. Ça voudrait dire qu'il ne sait pas ce pourquoi il a choisi son métier, le métier d'arbitrage. Parce que quand vous savez ce qui vous attend, vous y prenez très tôt et bien. On n'attend pas la dernière minute. Et comment dire qu'il faut faire un certain nombre de tours pour réussir cet examen, par exemple, dans un temps donné, et que vous avez eu tout le temps pour vous préparer.
et le jour J, vous n'avez pas de bobo, de soucis sanitaires, mais vous n'y arrivez pas. C'est incompréhensible. Celui-là, logiquement, ne doit même plus, il faut le déclarer inapte au métier d'arbitrage. Parce que c'est peut-être que c'est le corps qui n'a pas répondu le jour J. Si tel est le cas, il y a un médecin qui doit confirmer que peut-être vous avez eu un souci de santé. Mais si vous n'avez pas de souci de santé, je ne comprendrai jamais pourquoi vous ne pouvez pas vous préparer comme cela se doit pour réussir cela. Si c'est 3 tours à l'entraînement, vous devriez faire 6 tours pour que le jour de l'examen, avec la pression, le stress, le trac, vous pourriez au moins faire les 4. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est la dure réalité quant à ce métier également d'arbitre qui demande... Tout est fondé sur la condition physique. Justement. L'arbitre est obligé d'être proche de l'action pour le juger. On dit qu'il court plus que les joueurs. Mais quand les conditions, c'est-à-dire l'arbitre n'a pas la condition physique, il est au centre, le ballon est dans la surface de réparation, comment il peut apprécier un tacle d'un défenseur pour véritablement siffler un penalty? Voilà, il ne faut pas qu'il soit en retard sur les actions. Et pour ne pas être en retard, il faut être à point physiquement. Voilà. Alors, pour la seconde phase du championnat, que peut-on demander à ces arbitres-là? Pour la première phase, il y a eu tellement de bourdes, tellement de ratés du côté de ces arbitres que on se demande si réellement ces stages profitent à leur évolution. Mais c'est pas pour cela qu'on va arrêter le championnat de les former pour le championnat. Donc aujourd'hui, moi je dirais que le public est toujours dans l'attente de belles prestations du côté de ces arbitres. Ne sommes-nous pas quelque part trop exigeants avec ces arbitres-là? De quoi estime qu'au sortir de la dernière CAN, on peut quand même être un peu plus indulgent avec nos arbitres? Justement, c'est parce que on veut se comparer à un bon. On se dit, même si je suis aveugle, je peux faire quelque chose. Non, compare-toi à celui qui a les 2 yeux bien en place. Si tu es bon, tu vas chercher à recouvrir ou tu feras comme ceux-là qui ont les 2 yeux. Donc aujourd'hui, on ne va pas se comparer à la CAN, à cette CAN passée qui a été un fiasco. On le dit sur le plan organisationnel et arbitral, c'est un fiasco total. Et ce n'est pas une référence. Pour qu'on se dise, si à la CAN ça se passe comme cela, qu'en serait-il au niveau du championnat national de football de première division? On ne va pas faire cette comparaison-là parce que ça ne nous arrange pas. Au contraire, moi je souhaiterais que la pression soit toujours mise sur les arbitres pour leur dire, écoutez, c'est pas à vous de faire les résultats, mais plutôt de constater les résultats et d'être impartial. C'est ça le plus important. Et l'impartialité, il est vrai que nul n'est parfait, mais si chaque arbitre cherche à être le plus impartial possible, ça lui permettra de juger sans préjugés et le résultat, même si une équipe se voit battre 5-0 par exemple, et si l'arbitrage a joué son rôle pleinement, mais l'équipe rentre tout en sachant que c'est de sa faute, que ce n'est pas avec l'aide de l'arbitre que l'autre équipe a pu quand même obtenir ce résultat. C'est ça pour moi le rôle primordial que doivent jouer ces arbitres-là. Éviter à ce qu'on ait des soupçons de corruption à leur égard et que chaque supporter se sente en confiance quand les arbitres sont en train de siffler, qu'on n'ait pas à l'idée déjà que oui, telle équipe soudoie les arbitres et donc quand le match commence, on a déjà l'idée que oui, il y aura un pénalty pour le président. Lorsque le pénalty est même fondé, puisqu'on a déjà une idée préconçue. Exactement, on commence pas à se dire oui, voilà, on a dit qu'il y aura un pénalty dans la deuxième mi-temps parce que le président a déjà vu l'arbitre qui, etc., etc. Donc je pense que ça ne nous honore pas. De l'autre côté, il y a des équipes aussi qui sont taxées de corrupteurs. Je ne vais pas citer de nom, mais le plus souvent,
il y a de ces victoires-là qui... Ici, nous sommes avec les arbitres, et comme vous le dites, ils n'ont qu'à juste jouer leur rôle. Et les corrupteurs ne seront que renvoyés à leur... côté, comme on l'a souvent dit, il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Sans corrupteur. Voilà, donc lorsque la corruption atteint un degré, les arbitres des fois... sont tentés de se laisser aller. Tout chacun a un prix et maintenant chacun cherche à préserver son intégrité physique et financière. Ça c'est évident, sa santé financière surtout. Et à un moment donné, quand ça devient un peu très intéressant, on finit par dire bon, ok, on voit ça, mais je vais essayer de... C'est ce qu'il faut éviter. Il faut éviter surtout ça pour cette seconde phase du championnat qui s'annonce avec la sortie donc du calendrier ou la publication du calendrier par la Fédération togolaise de football. On va dire pour cette fois, on va être dans les normes. Ça tient véritablement le week-end prochain, la reprise? Bon, je ne veux pas donner le bon Dieu sa confession à la fédération, pas du tout, puisqu'ils nous ont habitués toujours à des reports. J'attends que ça commence avant d'être sûr que effectivement la deuxième phase a commencé, parce que le colonel Apovi, durant tout son mandat, ne nous a démontré que des volte-face, des reports, malgré qu'on soit tellement sûr. À la fin, on vous dit c'est reporté. Des fois, même, on ne sort plus de communiquer pour nous dire que c'est reporté. C'est de bouche à oreille qu'on entend. C'est comme ça, le football est géré au Togo. Donc, permets-moi d'attendre que cela commence. De ne pas confirmer aux téléspectateurs qu'effectivement... Que oui, ça va commencer, puisque je n'ai aucun levier sur lequel appuyer pour être sûr que effectivement ça va commencer. Avec l'habitude de la maison, moi je dis j'attends et que ça commence pour être en tout cas convaincu que ça a commencé. On attend donc le week-end prochain avec, on est quand même certain, on peut être sûr, on peut confirmer que la fédération a publié quand même le calendrier de la 14e. On a une fois publié le calendrier, même publié la désignation des arbitres, mais reporté. Donc, voilà, toujours est-il que le calendrier, le calendrier de la 14e journée est publié. Nous attendons donc la confirmation avec le match avancé qui est programmé pour le samedi 21, le gros lot de cette 14e journée, c'est pour le dimanche 22. Nous attendons donc la confirmation, nous attendons le retour des équipes sur les pelouses pour avoir la certitude que la seconde phase de notre championnat national de football de première division a véritablement démarré. Ceci nous amène à aborder la seconde rubrique de cette émission, le grand format. C'est parti. Le grand format, Manu, nous allons parler de cette affaire qui secoue donc, on va dire, le public sportif, le domaine du sport ici au Togo. C'est cette sanction publiée par le club Semassi. Je rappelle que le club Semassi, c'est un club de la première division situé dans le central, la région centrale du Togo, le club qui sanctionne un journaliste du nom de Innocent Belair par rapport à une intervention sur une radio de la place. Un club qui sort un communiqué qui sanctionne un journaliste, qui lui interdit l'accès au stade. Alors, qu'est-ce que nous retenons de tout ça là? Ça a commencé par parler depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient de tout ça là? D'abord, pour la lanterne de nos téléspectateurs, est-ce que c'est faisable? C'est permis à un club de pouvoir quand même interdire l'accès, de sanctionner un journaliste? Ce courrier, pour moi, est un non-lieu. C'est un courrier, c'est-à-dire qu'ils ont gaspillé le papier pour écrire le contenu sur ce papier-là. Sur une radio, je disais, ce papier ne peut même pas servir à nettoyer ses arrières après les toilettes. C'est trop lui donner même de la valeur, sincèrement. Ce courrier démontre à suffisance l'analphabétisation de certains
des présidents de club. Ça démontre à suffisance leur méconnaissance d'abord des tests et ensuite du football en général. Je ne peux pas comprendre le parcours que le président de Semassi ait eu dans le football pour apposer sa signature en bas d'un tel communiqué. C'est honteux. Sincèrement, je manque même d'adjectifs pour qualifier le contenu de ce document qui, même au Moyen-Âge, ne peut pas être écrit. Sincèrement. Un journaliste n'a aucun lien direct avec un club, si ce n'est un tiers mot de ce club. Et ça relève d'un contrat entre le journaliste et le club concerné. Le confrère Inoussa Guler était dans sa fonction. Il était témoin. Un journaliste, c'est celui qui relate les faits auxquels il a assisté. Il a donné les faits tels qu'ils se sont passés. Et même si le commentaire qui est libre, qui a suivi, peut inciter à d'autres interprétations, le délit de presse est encadré par une réglementation. Et c'est pour cela je dis, je ne comprends pas quel parcours les membres du bureau de Semassi ont eu dans le football pour ne pas savoir que lorsqu'un journaliste ne respecte pas la déontologie, qu'il y a une réglementation pour le rappeler à l'ordre ou pour le sanctionner. Dans ce cas de figure, que devrait faire Semassi? Semassi d'abord récupère les preuves et porte plainte devant la HAC. La HAC, c'est la haute autorité de l'audiovisuel qui est en train de changer de dénomination. Exactement. Et donc aujourd'hui, un journaliste qui pose un acte et qui n'est pas en tout cas vous n'êtes pas d'accord, vous portez plainte et la HAC récupère le dossier. Et à l'endroit du public, cette note de sanction devrait être, certains le disent, un communiqué pour dénoncer peut-être les aspects de l'intervention du confrère qu'on juge inacceptable. Oui, un communiqué, je ne pense même pas. Avant de venir à un communiqué, il fallait déjà enclencher les procédures. Exactement, se rapprocher de la HAC. Si le club se sent vraiment lésé et a les preuves du fait que ce que le journaliste a dit n'est pas vrai ou que c'est une erreur d'appréciation. Il y a les voies de recours qu'on ne doit pas occulter. Un tel communiqué d'abord jette en pâture le confrère, fait en sorte que les supporters pourront s'en prendre à l'intégrité physique de... Je rappelle que le confrère vit dans la localité où se situe le club. Justement. Et un tel communiqué va inciter les supporters qui peut-être n'ont même pas suivi l'intervention du confrère, vont se dire c'est le club Semassi qui a sorti le communiqué, je suis supporter de Semassi, donc je dois l'exécuter. Parce que dans ce communiqué on dit Guler est interdit d'accès au stade pour les matchs de Semassi. Ce qui est une aberration, on va dire. Totale, une absurdité, parce que le stade de Sokodé n'appartient pas à Semassi. Le spectacle produit n'appartient pas à Semassi. C'est la fédération qui organise le championnat et qui accrédite ceux qui les clubs participants et autres. Voilà, sont autorisés à aller au terrain. Inoussa Guler a rempli un formulaire et a obtenu le badge d'accès au stade pour les championnats. Moi aussi j'ai eu ce badge là et en aucun moment Semassi ne peut interdire qui que ce soit pour assister à ces matchs là. Ce n'est même pas un abus de pouvoir parce qu'ils n'ont même pas ce pouvoir là d'interdire à un journaliste de suivre un match. Et pire encore, c'est ce communiqué qui dit qu'il n'a même pas le droit de parler de Semassi dans les émissions. Mais sincèrement, c'est démontrer cet art
Alors, quelque part, est-ce que ce communiqué, quelque part, à l'heure où on annonce la professionnalisation au Togo, est-ce que ça ne nous relance pas quelque part? Nous allons reparler de la professionnalisation, mais est-ce que ça ne relance pas le débat de l'amateurisme criard au sein de nos clubs? Parce que on parle d'un comité de gestion de ce club-là, ceci sous-tend que, même si c'est le secrétaire à qui on a demandé de produire le texte et qu'on sort, plusieurs personnes ont jeté donc un coup d'œil sur, on va dire, cette décision avant qu'elle ne soit rendue publique. Voilà, c'est pourquoi moi je disais depuis le début que les responsables, les membres du BE de Semassi, n'y a-t-il aucun parmi eux qui puisse maîtriser les tests, comprendre et savoir que... Attirer l'attention, dire, ah là, nous n'avons pas le droit. Un tel contenu ne cadre avec rien du tout. Voilà, c'est pour cela au début aussi, j'ai dit, beaucoup de présidents de clubs ne connaissent pas le football. Peut-être... ils sont des passionnés. Ils entendent parler, ils allaient aussi au stade, ils regardaient les matchs et puis c'est fini. Oui, je peux être président et puis ils sont parachutés président sans avoir aucune connaissance des tests, des règlements. Et c'est là où je rejoins encore le général Zoumarou Nyonfam qui disait quand on rentre dans une institution, la première des choses à faire, c'est d'apprendre à connaître les réalités et les tests qui régissent donc cette institution. C'est deux choses, il a dit. Apprendre d'abord à connaître. À connaître. Nos présidents, c'est triste. J'avais critiqué l'ex-secrétaire général Hervé Agboudan quand il disait une fois que les présidents de club, quand même on leur envoie les documents de congrès, les statuts et tout, ils ne lisent même pas, ils viennent les déranger au cours des assemblées générales. Je m'étais offusqué, mais avec ce qui se passe là, je lui donne on lui donne raison, puisque la fédération dispose d'ailleurs de plusieurs moyens pour envoyer ses communiqués, et donc l'un des moyens c'est bien sûr les courriers, et vous avez l'obligation de le lire. Les présidents de club n'ont aucune connaissance des tests. Ils viennent s'asseoir et quand on dit voter, ils lèvent la main et après ils repartent. Ils ne font pas d'effort pour d'abord connaître leur propre statut, leur propre test, ensuite connaître les tests de la fédération, savoir si un secrétaire est en train de bien jouer son rôle au niveau du COMEX, le président, est-ce qu'il est dans son rôle, etc. Il ne maîtrise rien du tout. Même les règles de football, comment porter réserve technique, réserve réclamation et autres, ils ne maîtrisent même pas, ils ne lisent même pas. Malheureusement, c'est la situation, et l'association des journalistes sportifs du Togo a sorti donc un communiqué pour fustiger, on va dire, cette sanction qui n'avait pas sa place. Et la JST a bien sûr demandé à la FTF de jouer pleinement sa responsabilité en recadrant bien sûr donc le club Semassi, et en demandant quand même à Semassi si démarche il doit effectuer, de faire cette démarche là selon comment nous le déclinait tout simplement. Il y avait une autre manière donc de régler, on va dire, cette affaire, qu'à cela ne tienne. Mais chérie, oui, ce communiqué a même emballé l'organe sur lequel le confrère travaille, c'est-à-dire Radio Sport FM, si vous me permettez. Et moi, à la place de la Radio Sport FM, je porterai plainte. Et Inoussa lui-même, moi à sa place, je porterai plainte à titre conservatoire pour que demain, si quelque chose advenait, qu'on sache que au moins j'ai porté plainte. Même si cette plainte n'aboutissait pas, ce serait quand même un acte juridique. C'est-à-dire qu'au Togo, on a l'impression de dire traitons à l'amiable. Traitons à l'amiable. Alors qu'à l'amiable, son rebondissement, le rebondissement risque d'être au dépens de celui qui a été victime mais qui a accepté la et il va peut-être créer un précédent. Ah non, il faut qu'on se comprenne. Ils sont allés trop loin. Je porte plainte, même si cette plainte n'aboutit pas, ça voudrait dire que demain, avant de poser un acte, vous devez savoir que ça peut avoir des conséquences néfastes
et désagréable. Mais nous n'avons pas cette culture au Togo. On pense que quand on va au tribunal, c'est que c'est déjà un sacrilège, quoi. Nous sommes africains, on se dit, on ne traîne pas peut-être son parent au tribunal. Parce que oui, ils sont tous parents. Ils nous savent de secourir. Le sang, c'est massif. Si on entend qu'ils nous savent apporter plainte, c'est que oui, tout le monde va s'insurger. Alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être le cas. Nous devons commencer par avoir la culture juridique. Parce que à un moment donné, ça ne va plus blaguer. Justement. Tu poses l'acte, tu as les conséquences, et puis on évolue. En tout cas, la réalité est là. Je pense que les uns et les autres vont essayer d'apprendre de cette situation pour que nous puissions ensemble nous corriger pour l'avenir. Encore que nous annonçons la professionnalisation de notre football. Il est de bon temps que chacun, depuis chez nous, commence par se professionnaliser. La question de Innocent Goulet amène ou relance une autre question. Quand le club Semassi sanctionne ou interdit, on va dire, Innocent Goulet de l'accès au stade lors des matchs du championnat national de football de première division, alors qu'on sait que le stade de Sokoré est un stade municipal qui appartient donc à la municipalité. Ce n'est pas un stade qui est pour le club Semassi. Ça relance donc la question de la gestion des infrastructures au Togo. C'est une question un peu vaste, mais nous allons commencer par en parler. Les infrastructures sportives au Togo, notamment les stades municipaux, comment ces stades-là se gèrent? Vous avez une idée de comment ça se gère quand nous prenons de nommer, pour nous arrêter peut-être à Sokoré, les grands stades qui accueillent le championnat? La plupart d'entre eux sont des stades municipaux. Comment ça se gère? Bon, je n'ai pas fait des recherches avant de venir en studio par rapport à la question. Mais entre-temps, je me souviens qu'il y a une direction, direction des infrastructures, Diesel ou quelque chose comme cela. C'était au temps de Madame Lydie Bessikama, si ma mémoire est bonne. Et cette direction gérait les infrastructures. Je ne sais plus ce qui se passe actuellement. Il faudrait que nous fassions encore, en tout cas, des regroupements à ce niveau. Mais ces infrastructures, en fait, relèvent de la responsabilité du ministère des Sports. Maintenant, avec la décentralisation, avec les communes, avec tout ce qui suit, j'avoue que... comment ça c'est pourquoi d'ailleurs, puisque avec la décentralisation, les communes, ces stades-là se retrouvent dans des communes et consorts. Je me rappelle également qu'il s'est posé le problème quand la Fédération togolaise de football s'est donné le moyen, on va dire, de réflexionner certains stades. Il y avait conflit d'intérêts, même à Sokoré que nous évoquons, il y avait quand même à Kara également, il y avait ce conflit-là entre, on va dire, c'était la Ligue en Sotala et la commune. Oui, je me souviens, j'avais eu une discussion avec le secrétaire dans le temps, Hervé Agbouda, qui disait qu'il devrait y avoir un protocole d'entente entre la FTF et la mairie. Étant donné que avant même de rénover ce stade d'Atapamé, il y avait ce protocole, mais c'était en ce moment-là les délégations de... on les appelait là, c'était pas les communes. Voilà. Et donc, après, les communes sont venues, et c'est là où Mme Kuigan a remis en cause ce protocole, a créé tout un désordre par après. Je pense que c'est là où il devrait y avoir franchement un chevauchement entre la direction technique de la fédération, le ministère, les infrastructures, faire en sorte que au moins les fédérations aient des passe-droits et des conditions particulières d'utilisation de ces infrastructures qui en fait sont construites par l'État mais mises à disposition de ces fédérations-là. Comment ça doit être mis à disposition? Je me souviens également qu'un arrêté de Mme Lydie Bessikama fixait les montants
de location. Je me souviens même, pour Kégué, ça devrait être 1 million. Je pense que c'est 2 désormais, c'est 2 millions. Des montants comme cela, et qui en tout cas n'encourage pas ces clubs. Par exemple, la SCK qui veut jouer un match international est obligé de payer 2 millions pour utiliser le stade de Kégué. C'est trop exorbitant. Alors que derrière, il n'y a pas un réel accompagnement financier de ces clubs-là. Il y a un problème qui se pose. Donc, pour les infrastructures, il est vrai qu'il faut les entretenir et leur entretien, en tout cas les moyens pour les entretenir, doivent provenir de l'utilisation qui se fait. Et pour cela, je pense que franchement, un document bien élaboré doit être je dirais, mis sur la table pour permettre à toutes ces parties prenantes de savoir ce qui les attend, comment ces infrastructures vont être gérées, et si la fédération veut organiser une compétition, si c'est une location, est-ce que c'est une totale location ou une location assistée, c'est-à-dire que vous comprenez, vous prenez Kégué, il y a les sanitaires, vous louez Kégué, vous louez avec les sanitaires, avec ceux qui doivent entretenir ces sanitaires. Bon, bref, il doit y avoir franchement un document bien clair mis à la disposition du public pour qu'on sache quel rôle joue tout un chacun dans l'utilisation de ces infrastructures. Puisque nous parlons d'ailleurs de stades municipaux et que le public également est amené à utiliser ces stades-là, si nous prenons le stade municipal de Lomé, il y a la location qui se fait à chaque fois pour des organisations privées. On paie forcément au directeur, sinon au directeur chargé des infrastructures au niveau du stade municipal. On doit savoir, comme vous l'avez dit, comment ces fonds-là sont gérés. Quand vous prenez les stades ou les terrains comme un terrain de basketball, il y a des événements qui se font là-bas, on paie au niveau de la fédération également, tant au niveau du volleyball également. Tout ça, c'est la gestion, on va dire, vous l'avez effleuré, tripartite ou je ne sais pas en combien de parties, mais tout ça doit être recadré par des textes afin de permettre aux citoyens lambda également d'avoir une idée quand le citoyen va payer, on va dire, ses frais de location là, le citoyen confiant qu'en retour, une partie va revenir lui servir également. Et donc, nous allons continuer toujours pas parler de ces terrains-là. Ceux qui existent, leur gestion, c'est de ça que nous parlons. Leur utilisation également pose problème, leur entretien pose problème. En août dernier, août 2025 bien sûr, on a appris le lancement d'un projet par le chef de l'État qui veut offrir 11, on va dire, un nouveau stade dans... nouvelle pelouse. En tout cas, des pelouses, sinon des aires de jeu qui vont être réfectionnées, et par la suite, la seconde phase serait la construction donc des tribunes et autres, et après on va mettre les lampadaires. Un projet à 3 phases. On a vu la première phase pour certains terrains et consorts. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de ces terrains-là? Certains, pour le regroupement, certains disent qu'il y en a de ces terrains-là qui ont été quand même mis en place, mais leur utilisation pose problème, notamment à Guazungu par exemple, où il y a une communauté qui s'est accaparée de ce terrain-là. On dit quand vous allez vers Kévé par là, il y en a également qui a été fait, qui a du mal à trouver des utilisateurs. Alors aujourd'hui, alors nous parlons encore de la professionnalisation, ça revient. Ces terrains-là, comment est-ce qu'on doit pouvoir les recadrer pour que leur utilisation soit efficace et efficiente pour le football togolais? C'est pour moi l'autorité qui ne joue pas vraiment son rôle. L'autorité a offert les stades. Et puis tourne le dos et ne cherche même pas à mettre une hiérarchie sur l'utilisation qui doit être faite. C'est une fuite de responsabilité des autorités. Moi, je le dirais comme cela, parce que si l'autorité veut bien faire, elle pourra bien faire. Mais si la population a besoin d'infrastructures, vous investissez et vous en créez, la moindre des choses, c'est de savoir à qui confier et à qui demander les comptes après. Tout projet
passe par l'avant-projet, le projet, l'exécution, ensuite le suivi, l'évaluation. Et à ce moment, je pense que les responsables, les autorités qui ont pu quand même doter ces localités-là de ces pelouses doivent se préoccuper de l'utilisation qui doit être faite et de comment l'entretien doit être fait pour que sur une longue durée, ces pelouses-là puissent servir ce à quoi on les a destinées. C'est pour ça, moi, je vais pas incriminer ceux qui s'agitent autour, mais j'incrimine les autorités qui n'ont pas mis de l'ordre, tout simplement, après avoir mis ces pelouses-là en utilisation. En tout cas, j'ai du mal à comprendre. Je sais que le ministre Dabalo a sorti un arrêté interdisant l'utilisation des domaines et réserves aux communes. Les communes. Voilà, par exemple, ces terrains, ça va être géré par qui? Voilà, il faut que ça soit clair. Si c'est directement par les chefferies traditionnelles ou les autorités ministérielles qui le disent, et puis tout le monde rentre dans sa coquille, puisque l'État a le monopole de la violence, et quand vous voulez vous insurger contre l'État, on vous broie complètement. Donc là, c'est un manque d'autorité pour moi qui crée ce désordre. En tout cas, on a besoin quand même de savoir comment sont gérés ces terrains-là, puisque j'évoquais tout à l'heure. Récemment, on a vu le colonel Akouvi au niveau de Mango se satisfaire donc de l'état de l'avancement des travaux au niveau du stade de Mango. Quand tout sera terminé, comment ce stade-là va être géré? C'est la question. Et ce n'est pas que Mango, on parle de Vougan, on parle de Dapaon. Ça presque fini, mais c'est toujours des querelles tout autour. Voilà. On n'arrive pas à utiliser. On parle de Hikiatro, d'Amouglo, de ces localités-là. C'est une bonne chose. 11 pelouses bien réflexionnées, c'est une bonne chose. Maintenant, comme vous le dites, il faut trouver des mécanismes pour que la gestion soit efficace. Nous continuons cette émission, nous abordons la troisième, j'y suis arrivé, et dernière rubrique de cette émission, le projecteur. Alexandre, c'est parti. Ce sont plutôt les projecteurs que nous allons braquer sur, on va dire, la professionnalisation du football togolais, cette professionnalisation-là. Mais bien avant, nous parlons un soit peu Épervier. Épervier, on a révoqué le staff technique donc, des Éperviers A, il y a de cela quelques mois. On attendait ou il se susurrait que ce sera le tour des staffs des autres catégories et autres. Derrière, il n'y a rien, c'est le silence radio. Alors que mars, c'est demain et que la journée, la porte FIFA va s'ouvrir encore. Comment les choses se font? Vous avez des informations par rapport à tout ce qui se passe? Vous parlez de porte FIFA en quoi? En mars prochain, oui, le match amicaux. Togo ne joue pas. Pourquoi vous vous gênez? On s'était habitué depuis que le roi jouait ces matchs amicaux. Le roi s'est encore habitué à ne pas les jouer, donc on est toujours habitué à quelque donc on a changé d'habitude. Il n'y a pas un match amical, oubliez ça. Donc on a le temps jusqu'en octobre, hein, si je me souviens bien. Après mars, on n'a pas de préliminaires à jouer. Donc ça doit être septembre. Directement. Et donc, bon, on se presse lentement. On se presse lentement. Voilà. Voilà, l'oxymore togolais, on va dire. On se presse lentement. Tout à fait. Et je pense que quelque part, je causais avec un ami hier qui me dit, à la limite, on se demande si nos autorités veulent vraiment que nous soyons joyeux, que les choses marchent. Parce que à la limite, on se dit, ils sont contents quand ça ne va pas. Puisqu'ils ne lèvent pas le petit doigt pour faire changer quoi que ce soit. Dites-moi si,
prendre un nouvel entraîneur pour le Togo est difficile, et si difficile pour le président du conseil, M. Fognassib. Et il avait déjà essayé, c'est le public sportif qui à un moment donné a dit non, c'est pas le bon choix. C'est pas parce qu'on a une fois essayé qu'il faut plus continuer. S'il nous donne cet exemple, c'est diabolique. Oui, c'est diabolique. C'est pas parce que vous avez une fois essayé et que peut-être ça n'a pas marché qu'il ne faut même plus essayer. Là, le premier Togolais ne nous donne pas le bon exemple. Mais quand on fait l'analyse comme vous l'avez fait tout à l'heure, que le Togo ne va pas jouer les préliminaires et que ce sera jusqu'à septembre que le Togo va rentrer en jeu pour les éliminatoires, est-ce qu'on n'a pas le temps nécessaire pour choisir bien cet entraîneur-là, puisque les supputations, les commentaires vont botter qu'on ne doit pas choisir un entraîneur à tout hasard pour le Togo. Le contexte togolais est devenu un peu typique, un contexte à part, qu'il faut savoir choisir cet entraîneur-là qui aura l'attitude de pouvoir se fondre dans ce contexte togolais-là. Chérie, Descartes a dit le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Ça, c'est évident. Dites-moi si mon PC n'a pas le bon sens de s'attacher les services d'un bon entraîneur pour le Togo. Il en a les moyens. On nous a souvent dit c'est un féru du football. Pourquoi jusque-là, il n'y a rien? On ne voit rien, on n'entend rien. On est là. On ne le connaît pas trop bavard, mais qui quand même agit en sourdine. Mais qu'il agisse le plus tôt possible. Pourquoi attendre la dernière minute? Le problème est là. Il ne va pas nous dire que toutes les équipes qui travaillent autour de lui ne lui font pas des rapports pour qu'il sache concrètement quelles décisions prendre pour faire changer les choses. Nous, journalistes, on donne plusieurs fois des pistes de solutions. À la limite, c'est comme si on nous taxe d'éclaireurs qui gêneraient les autorités. C'est comme si quand nous on dit prenez tôt un entraîneur, pas un entraîneur de 25 millions, mais un entraîneur de 15, 20 millions, même 8 millions. Le reste de l'argent épargné pour faire le football des jeunes. Donner des instructions bien claires pour que voilà, tout le monde sache son jour, son rôle. Et que dans 2 ans, 5 ans, le football du Togo change. Mais est-ce qu'il faut être un génie? Est-ce que la Sainte Marie doit redescendre du ciel pour que mon président, mon PC puisse comprendre ça et prendre des décisions qu'il faut? À la limite, c'est comme si on comprend que oui, on veut que ça reste comme ça, que nous soyons dedans comme ça. Ça peut changer. Et il a les moyens, les leviers pour faire changer, tout simplement. Nous espérons que le connaissant pas trop bavard, mais quand même qui pose des actes en sourdine, et il est en train de réfléchir mûrement sur la question, mais tout en sachant que le temps, même si rien ne nous pousse, le temps presse et on a besoin quand même d'avoir un entraîneur assez tôt. Vu que, je le disais tout à l'heure, le contexte du football togolais est particulier et il faut que cet entraîneur-là puisse se fondre véritablement dans ce contexte-là et analyse bien les rouages avant de commencer son travail. Il y a de quoi à ce que l'on se hâte sans être poussé par quoi que ce soit. Voilà. Et nous allons aborder quand même le professionnalisme enclenché qui aussi, une fois annoncé en fanfare, on va dire, sinon de manière précipitée, est retombé comme, on va dire, permettez, on va dire, je ne veux pas employer le mot, mais toujours est-il que c'est rapidement annoncé derrière, c'est comme de l'eau, bien du feu de paille, et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe concrètement, Manu? Manque de volonté des autorités. Je reviens toujours à la même. C'est elle encore? Oui, c'est ça. Il y a un groupe qui s'est réuni et qui a choisi une tête. Derrière, qu'est-ce qui se fait? D'abord, il faut qu'on soit rassuré et sûr d'une chose, c'est que tout est politique au Togo. Tout. Social, sport. Bon, la politique, quoi faire la vie de toute nation, donc rien ne se départit de la politique tout simplement. Voilà. Mais au Togo, c'est une politisation à outrance. Ce qui fait que les acteurs sont limités
Même quand ils ont la volonté, ils ne peuvent pas exprimer cette volonté-là. Et c'est qui a la volonté qui ne peut pas exprimer? Nous parlons de la professionnalisation. Oui, justement, cette professionnalisation est embrigadée par les politiques. Oui, cette professionnalisation est embrigadée, n'est pas libre de ses actes. Les ordres viennent d'en haut. Malheureusement, j'ai l'impression comme si ce sont des ordres saccadés qui ne prennent pas le temps d'être réellement mûris pour que lorsque cela va commencer par être déroulé, que tous les citoyens se disent oui, un génie est en train de mettre en place un échafaudage qui nous permettra d'aller vraiment au sommet. C'est incompréhensible. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, le sportif lambda, sinon le public sportif est devenu, on va dire, dubitatif quant à la réussite. Donc rien n'est mûri. On va, on tâtonne. C'est-à-dire l'amateurisme même est revenu à un certain niveau. Zeb Côté a dit l'amateurisme doublé, plutôt l'incompétence doublée d'amateurisme est un crime. Aujourd'hui, franchement, sur le plan sportif, à la limite, c'est comme un crime contre cette jeunesse togolaise qui veut s'épanouir à travers les sports, mais se voit confiné, étouffé, il n'y a pas d'expression. On est là, quand on nous montre une lueur d'espoir, rapidement ça se bouche et puis on retombe. C'est comme vous avez un poulailler et de temps en temps vous faites sortir les poules, elles prennent l'air et puis rapidement vous les renvoyez dans le poulailler et vous les fermez, ils sont étouffés, ils crient là-bas, on ne les regarde même pas, on leur jette quelquefois la nourriture. C'est pour moi la caricature que j'ai de cette question de professionnalisation, de cette question, et des sports en général au Togo. Des sports en général au Togo. Ce n'est pas la matière grise qui manque, mais c'est simplement la bonne volonté. La bonne volonté de nos dirigeants. Il faut vraiment que ça change. J'implore le PC, le président du conseil, de demander à ses experts de lui produire la bonne feuille de route. Et quand ce sera produit, lui-même va lire, il saura que oui, cette feuille de route peut aboutir. Maintenant, mettre ceux qui peuvent le faire. Déjà, moi, la personne de M. Wilson Baoun ne me convainc pas, il ne m'a pas convaincu, il ne me convaincra pas. Parce que déjà, il a été à la tête d'un comité provisoire qui a eu un fiasco total. Vous remettez la même personne sans qu'il n'y ait, je dirais, un programme bien établi. Il prend la tête et la première des choses à dire, c'est d'aller prendre un infographiste pour faire le logo. Et pourtant, tout le public sportif togolais, y compris moi, étions quand même contents et soulagés que nous avons franchi le pas et que ça devrait quand même amener le football togolais à également franchir un palier. Pas du tout. On n'a franchi aucun pas. on est allé même plus en arrière parce que là, on ne comprend rien. Non, le président nommé, on nous a appris qu'il était du côté de la Côte d'Ivoire les semaines passées pour s'imprégner un peu du cas ivoirien. Voilà encore les aberrations du Togo, quoi. C'est-à-dire, c'est après avoir nommé qu'il va maintenant avoir les idées pour ce qu'il aura à faire. Ah oui, vous avez dit, quand vous venez tout à l'heure, vous avez cité Joumarine, une femme qui demande qu'on s'imprègne des réalités de la maison et qu'on connaisse bien les textes. Il va pour apprendre les textes. Je me demande s'il ne faut même pas reformater tout mon Togo, quoi. On ne va pas reformater tout le Togo. Cela veut dire que c'est toi et moi qui disparaîtrons également. Nous faisons les choses dans le sens contraire, en fait. On met souvent la charrue avant les bœufs, alors que ce sont les bœufs. Manu, aujourd'hui, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce projet-là ne tombe pas à l'eau et pour qu'on puisse relancer véritablement ce projet-là? Là, c'est comme vous me demandez un
travail de génie. Je n'ai pas la boule de cristal pour voir dedans et vous dire... c'est comme ceci, comme cela que ça doit. La clé, oui, malheureusement. Mais la marche est enclenchée, il y a des étapes prochaines à suivre. Tout ça là en cause. Déjà, c'est mal parti. Ce qu'on a là, c'est mal parti. On ne peut plus rattraper. Il faut tout recasser. Tout. C'est mal parti. Avec ce que moi je vois là, ça ne marchera pas. Oh là là. Ouais. Malheureusement. On va essayer. Ce qu'on aura à faire, ce serait peut-être rafistoler, se tromper en voulant dire qu'on sera dans une professionnalisation, mais en réalité, ce serait un truc bizarre qui ne marchera pas. Malheureusement, c'est le point de vue très pessimiste de Manu Adjiwanou. Je l'assure. Il assume, c'est sa conviction à lui, on ne peut pas la lui enlever. Toujours est-il que nous restons tous dubitatifs quant à ce projet de professionnalisation, parce que derrière, il n'y a aucune communication, il n'y a rien qui se dit. On se pose beaucoup de questions qui restent sans réponse. En tout cas, c'est, on va dire, le schéma dans lequel se trouve le sport togolais, sinon le football togolais actuellement. Il y a de quoi à ce que les uns et les autres puissent se poser les bonnes questions et trouver les bonnes solutions afin de sortir ce football et pas ricocher le sport togolais dans son ensemble de ce guêpier, on va dire, dans lequel il se trouve. Manu, merci malgré l'état de santé faible. Merci donc de nous avoir encore une fois accompagnés. Le devoir nous appelle, on est obligé de répondre. Même si je te sens un peu abasourdi ce soir, sinon effondré complètement quand au sujet évoqué, c'est comme j'ai remué le couteau dans... C'est une déception pour que mon Togo ne trouve pas la solution à cette... Je pense avoir remué le couteau tout simplement dans la plaie profonde de Manu Adjiwanou. Peut-être de vous autres qui êtes à la maison en train de nous suivre, je vais vous dire tout simplement que demain sera meilleur. Réfléchissons tout simplement et tout va bien se passer. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Ensemble, essayons de remercier, on va dire, Amozoun qui était derrière les caméras. De l'autre côté, lui, c'est Alexandre Tchalim. On ne cessera de vous remercier, vous aussi, chers amis téléspectateurs qui nous accompagnent et tous les jours. D'ici là, portez-vous bien. Retenez tout simplement que l'erreur est humaine, mais s'entêter dans l'erreur est diabolique, et qui évite l'humilité invite tout simplement l'humiliation. Au revoir, à lundi.